Ah, ok. Je mets le chronomètre. Ok, donc bonjour à tous, merci. Je suis vraiment ravi de partager avec vous là, cette présentation sur la question du cancer du col. Alors, il s'agit d'une question qu'on peut aborder sous de multiples aspects. Pour ma part, j'ai choisi de l'aborder sous l'aspect qui est en lien avec mon activité de recherche, de la prévention secondaire et du dépistage des lésions précancéreuses. Donc, ça veut dire que je ne vais pas aborder tout ce qui est prévention primaire, vaccination, ni les aspects très virologiques liés à l'HPV, même si j'en parlerai rapidement. Je vais parler du cancer du col chez la femme infectée par le VIH, avec une attention particulière sur ce qui se passe dans les pays à ressources limitées. On a pu voir dans les pays du Nord, comme l'a montré Fabrice, c'est peut-être moins un problème en termes de mortalité. Par contre, les pays du Sud restent extrêmement affectés. 90% de la mortalité par cancer du col et 80% des cas sont observés dans ces zones-là. Et l'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée, je suis désolé. On sait que c'est la première cause de décès par cancer chez la femme en Afrique subsaharienne. Et les projections montrent que le nombre de cancers du col devrait être multiplié par 2 dans les 10-15 prochaines années. Très rapidement, je pense que pour aborder la question des interventions et du dépistage, enfin de la prévention, il est important peut-être de revenir à l'histoire naturelle du cancer du col qui offre un cadre conceptuel assez intéressant. Donc, à l'origine de la quasi-totalité des cancers, on retrouve une infection par le papillomavirus humain, l'HPV. Voilà. On a identifié un certain nombre d'HPV oncogènes. Il y en a 13, mais certains sont beaucoup plus sont associés à un risque plus important, et en particulier l'HPV 16, qui est à la fois le plus fréquent en population générale, mais surtout qu'on retrouve très associé au cancer du col. En fait, dans plus de la moitié des cancers du col, on retrouve un HPV 16. Donc c'est vraiment l'HPV le plus à risque. Et en particulier avec la forme des carcinomes épidermoïdes. Après l'HPV 16, on trouve l'HPV 18, qui, lui, est moins fréquent, mais plus associé à la forme des adénocarcinomes. Et puis ensuite, bon, les autres sont moins fréquents, même s'ils sont bien sûr, ce sont des oncogènes. À noter l'HPV 45, qui est un peu plus fréquent en Afrique subsaharienne. Donc, l'infection par l'HPV, il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. C'est probablement l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Elle touche la grande majorité des personnes. Elle survient en général dans les années qui suivent l'entrée en vie sexuelle. Mais l'HPV est en général éliminé en 1 an ou 2 après l'infection. On sait que chez les femmes infectées par le VIH, l'infection par l'HPV est plus fréquente. Et puis souvent ces infections sont multiples, c'est-à-dire qu'on va retrouver plusieurs HPV. Alors curieusement, enfin paradoxalement, l'HPV 16 est moins représenté chez les femmes infectées par le VIH. Donc ça a un peu interrogé la communauté scientifique, surtout dans la perspective d'une vaccination. Ceci dit, et ça c'est les courbes du bas, si on regarde plus spécifiquement les cancers, en fait on retrouve une proportion importante d'HPV 16 chez les femmes infectées par le VIH. Donc là on voit bien sur des lésions précancéreuses, mais on retrouve plus de 60... globalement, HPV 16, 18 et 45 représentent 70% des HPV dans les cancers. À noter la petite particularité, en fait, l'hétérogénéité géographique, et en particulier en Afrique où l'HPV 16 est moins fréquent, alors que, par exemple, on retrouve plus d'HPV 18 et 45, ce qui fait que globalement, la représentation HPV 16, 18, 45 reste majoritaire. Voilà. Alors, l'étape probablement fondamentale dans l'histoire naturelle du cancer, c'est la persistance de l'HPV au niveau des cellules de l'épithélium du col. Voilà. Cette persistance qui va progressivement aboutir à l'intégration de l'ADN de l'HPV dans l'ADN de la cellule, et puis à toute une série de mécanismes immunologiques, en particulier l'action des oncoprotéines 6 et 7, que je ne vais pas détailler, mais qui à terme vont favoriser la prolifération de ces cellules et l'apparition d'anomalies, de mutations et puis donc de cancer. Cette infection persistante, elle est très augmentée chez les femmes infectées par le VIH. Donc là, c'est en fait l'élimination qui est diminuée dans la slide. Elle est très associée aussi à l'immunosuppression. Et donc, c'est cette infection persistante qui va favoriser progressivement, sur une dizaine d'années, l'apparition de lésions dysplasiques qui, à terme, peuvent évoluer vers un cancer, mais ce sera une toute petite proportion des femmes. Alors, globalement, il y a plus de progression avec des lésions
dysplasique et d'évolution vers un cancer chez les femmes infectées par le VIH, mais un certain nombre d'études qui ont ajusté justement sur la durée de l'infection persistante suggèrent qu'en fait l'effet du VIH serait plus sur la partie initiale en fait, de l'histoire naturelle, c'est-à-dire augmenter le risque d'infection, augmenter la persistance de ces infections, et finalement le VIH agirait moins sur les phases de transformation finale. Donc ça, c'est important en termes d'intervention de prévention. Voilà, donc tout ça pour aboutir à un surrisque important chez les femmes affectées par le VIH. Alors maintenant, pour parler du dépistage du cancer du col, donc historiquement, la première stratégie utilisée, beaucoup dans les pays à ressources limitées, les ressources élevées, pardon, a été l'utilisation du frottis. Donc ça a permis la diminution de l'incidence et de la mortalité par cancer du col. Là, c'est les chiffres qui ont été observés dans les pays nordiques, qui ont d'extrêmement bons relevés épidémiologiques là-dessus. L'utilisation du frottis, en fait, a une sensibilité assez moyenne, en fait, entre 60 et 70%, ce qui fait que c'est un examen qui doit être répété régulièrement. L'interprétation des résultats est souvent un peu compliquée, et il y a une assez forte variabilité interobservateur. Donc c'est un examen qui nécessite des ressources humaines qualifiées, de répéter l'examen souvent. Par contre, très très bonne spécificité. Donc la nécessité d'avoir des ressources humaines qualifiées nombreuses, d'avoir un laboratoire, de transporter les échantillons, de faire revenir plusieurs fois les femmes, tout ça font des barrières assez importantes pour l'utilisation de cette stratégie dans les pays du Sud. Et je cite juste là un papier par Romaine Robir en fait, qui illustre, et c'est assez rare que ce soit vraiment détaillé, on en parle souvent, mais là ça illustre très bien toutes les difficultés qu'un programme de dépistage utilisant le frottis a pu rencontrer dans l'ouest camerounais, et justement comment ils ont changé leur fusil d'épaule pour aller vers donc une autre approche qui est celle de l'inspection visuelle par l'acide, après coloration par l'acide acétique, où on peut utiliser aussi l'iode. Alors cette méthode a l'avantage d'être peu coûteuse, il faut juste avoir du matériel gynécologique, une table, une lampe, et puis de l'acide acétique, donc du vinaigre. Voilà, c'est une méthode relativement simple en fait qui peut être utilisée par du personnel non médical. Voilà, donc qui a aussi l'avantage de permettre un traitement immédiat. Donc là, c'est un col normal, et puis là, on voit bien sur ce col donc une zone blanche homogène, bien limitée, donc qui est une zone à traiter qu'on peut traiter tout de suite. Voilà, et donc la patiente peut rentrer chez elle. Voilà, donc ça c'est le gros avantage de cette approche qui a été donc proposée dès 2005 par l'OMS avec la mise en place de plusieurs projets de démonstration en Afrique et aussi en Asie, en Thaïlande et en Inde. Et à côté de ça, il y a eu une série de grands essais pour en évaluer la faisabilité. Donc des grands essais comme on n'en fait pas très souvent, avec, en population générale, avec plus de 30 000 femmes suivies par bras, et dont les résultats ont été en fait assez discordant. Alors, il y a eu le premier essai là, à comparer un dépistage par IVA avec un groupe témoin à qui on ne proposait rien, et a montré une diminution de l'incidence et de la mortalité par cancer du col, mais exclusivement chez les femmes de moins de 40 ans. Voilà. Et ce même groupe, donc c'est des essais conduits en Inde, a refait un essai dans lequel il y avait 3 bras, cette fois-ci un groupe témoin, un groupe avec dépistage par IVA et un groupe avec dépistage par test HPV, et n'a pas retrouvé de différence entre le bras par dépistage IVA et le bras témoin. Voilà. La troisième étude en Inde a comparé, cette fois-ci, la répétition tous les 2 ans d'un dépistage par IVA et a montré une diminution de la mortalité liée au cancer du col, mais pas de diminution de l'incidence. Et le troisième essai en Afrique du Sud, lui, a regardé l'effet de dépister avec IVA dans un bras ou test HPV dans l'autre, et associer cela à un traitement immédiat des lésions. Voilà, le troisième bras étant un traitement différé des lésions. Et a montré que dans le bras avec traitement et dépistage par IVA et traitement immédiat, il y avait une diminution des lésions précancéreuses observées à 6 mois, 12 mois, mais que cette diminution, en fait, ne persistait pas à 36 mois, sauf dans le bras des femmes infectées par le VIH. En termes de... Donc, on a maintenant un certain nombre d'études dans les pays du Sud qui permettent d'avoir une idée des performances de l'IVA. Donc, en termes de sensibilité, elle est un peu meilleure que le frottis.
Par contre, la spécificité est moins bonne. Mais la grande limite, alors, ce qui est représenté là, c'est la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité. Donc, il faut lire dans l'autre sens. Mais ce sont des données poolées. Et en fait, la grande limite de l'IVA, c'est l'importante hétérogénéité entre les études. Et à titre d'exemple, quand on reprend les résultats des études individuellement, la sensibilité variait entre 16% et 100%. Et en fait, ça a été la grande limite de cette approche qui a fait qu'elle, probablement, elle n'a pas été mise à l'échelle comme elle aurait dû, parce qu'on a vraiment une variabilité interopérateur telle que c'est assez difficile, et une difficulté d'avoir un contrôle qualité qui fait que c'est assez difficile de la généraliser. Donc, voilà, chez la femme affectée par le VIH, alors la sensibilité est un peu meilleure, la spécificité est un peu moins bonne. Et là, vous avez des exemples, alors que ce sont des données individuelles. On voit bien la dispersion de tous les chiffres qui montrent. C'est assez difficilement comparable, en fait. Donc, la troisième alternative, c'est le dépistage en utilisant un test HPV. Alors, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est dépister les femmes qui ont une infection persistante avec un HPV oncogène. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas de test qui fait ça. Alors, pour le dépistage primaire avec un test HPV, il y a eu un grand nombre d'essais cliniques dont la majorité ont été conduits en Amérique du Nord ou en Europe et qui ont trouvé soit une diminution de l'incidence du cancer en utilisant le dépistage par test HPV, soit au contraire, soit une augmentation de l'identification de lésions précancéreuses. Il y a 2 essais sur lesquels je voudrais revenir qui ont été conduits au Sud. D'abord, l'essai dont je parlais tout à l'heure en Inde, donc qui comparait 3 bras, un bras témoin, un bras avec dépistage IVA et un bras avec dépistage par test HPV, et qui a retrouvé une diminution de la mortalité par cancer du col et de l'incidence du cancer du col dans le bras des femmes qui avaient eu une fois un dépistage avec un test HPV. Et en fait, les résultats de cet essai ont particulièrement servi pour pousser l'OMS à recommander l'utilisation, quand c'était possible, d'au moins un dépistage dans la vie d'une femme avec un test HPV au Sud. Voilà, le deuxième essai, donc c'est l'essai sud-africain dont je parlais, qui lui a montré que dans le bras où on avait dépistage avec test HPV et traitement immédiat, on assistait à une diminution de la fréquence des lésions précancéreuses CIN2+, à 6 mois, à 12 mois, mais que cette diminution, elle était encore observée à 36 mois, et ça chez les femmes infectées par le VIH ou pas. Donc ça a été un argument fort aussi pour recommander une approche qui soit à la fois donc, dépistage par test HPV, mais surtout de combiner le dépistage et le traitement immédiat. Voilà, donc ça c'est les performances. Donc le test HPV est un test extrêmement sensible avec plus de 90%, une très bonne reproductibilité puisque c'est automatisé. Un autre avantage c'est aussi la possibilité de le faire sur des autoprélèvements, donc de ne pas, ce qui permet une meilleure acceptabilité puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un examen gynécologique, en tout cas chez les femmes chez qui le test est négatif, ce qui dans des cultures où l'examen gynécologique n'est pas habituel va faciliter l'acceptation. Le problème, c'est bien sûr le coût, et puis surtout la spécificité qui est vraiment pas très bonne, qui fait qu'il y a un grand nombre de faux positifs sur une maladie qui n'est pas très fréquente, il y a un grand nombre de faux positifs. Et donc, le problème, c'est de traiter des femmes qui n'en auraient pas besoin juste parce qu'elles ont une infection par HPV transitoire. D'où la nécessité d'un triage. Alors ça, c'est juste pour redonner quelques chiffres sur la sensibilité et la spécificité en comparant les femmes infectées par le VIH et celles qui ne le sont pas. Globalement, la sensibilité est un peu supérieure, mais la spécificité est moins bonne puisque donc la fréquence de l'infection par l'HPV est augmentée chez les femmes infectées par le VIH. Au Sud, dans les pays à ressources limitées, il y a 2 tests qui sont actuellement disponibles pour réaliser des tests HPV en dehors d'un laboratoire. Donc il y a le test CARE HPV et puis le GenExpert qui propose un module HPV. Ça reste très cher. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait après un premier test HPV positif des femmes pour identifier celles qui ont réellement besoin d'une prise en charge. Alors, c'est la question, on appelle ça le triage. Donc, au nord, très rapidement, on a proposé un frottis. Je ne vais pas insister là-dessus pour plus parler des stratégies au sud. Ce frottis pouvant être amélioré, en fait, on propose d'améliorer diminuer la variabilité interopérateur en utilisant un marquage spécifique de la P16, qui est en fait un indicateur de prolifération.
Au sud, donc l'idée c'était d'utiliser l'inspection visuelle par l'acide acétique comme triage, un peu comme on le fait avec le frottis. Le problème, c'est qu'on a 4 études qui ont publié des résultats là-dessus. Alors une première étude en Inde qui a trouvé une bonne sensibilité, 80%. 2 autres études au Cameroun et au Chine qui ont trouvé une sensibilité à 30%. Donc on est devant des résultats qui sont difficiles à interpréter, qui reflètent probablement justement cette variabilité interopérateur qui fait que la performance de l'IVA vont changer beaucoup selon l'opérateur, et qui en tout cas nous pousse à avoir besoin de plus de données pour pouvoir conclure. La troisième possibilité, c'est le génotypage partiel. Donc on a vu les HPV 16-18 sont les plus associés au cancer. Donc l'idée, ce serait de cibler plus spécifiquement les femmes chez qui on trouve un HPV 16-18. Alors, quand on utilise juste le triage sur le génotypage partiel 16-18, en fait, c'est pas très bon. La sensibilité est à 60%, donc on tombe sur un test qui finalement n'est pas très très performant. Mais l'amélioration est possible si en fait on garde donc, les femmes avec un HPV 16-18 particulièrement à risque, soit on leur propose un traitement immédiat, soit une colposcopie. Et puis celles qui sont avec un autre HPV, on propose un triage secondaire. Alors, dans les pays à ressources élevées, ça a été de proposer un frottis. Et c'est actuellement la stratégie recommandée aux États-Unis. Il y a des résultats d'essais qui montrent que ça marche bien. Et donc au sud, l'idée, ce serait de proposer un triage. Voilà, donc ça c'est le schéma. Hein, les HPV 16-18, traitement immédiat ou colposcopie et traitement en fonction du contexte. Et celles qui sont un autre HPV, voilà, triage secondaire. Et donc, dans les pays à ressources limitées, ce serait d'utiliser en triage secondaire l'IVA. Voilà, et donc ça c'est actuellement ce sur quoi on va travailler dans l'étude ANRS 12375, donc au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Cambodge. On va évaluer cette stratégie et essayer d'en voir la performance. Voilà, alors ça va poser aussi des questions, le triage par le génotypage, c'est que d'abord, comme vous avez vu, il y a des variations géographiques sur les types d'HPV, donc il faut vérifier qu'elle est pertinente dans tous les contextes, africains, asiatiques, etc. Puis le deuxième, c'est qu'à partir du moment où il y aura une bonne couverture de la vaccination, évidemment, l'HPV 16 ce sera moins pertinent de trier sur cette base. Donc il faudra revoir cette stratégie. Ceci dit, on a encore un peu de temps avant que la couverture soit vraiment très élevée. Alors, c'est juste pour les citer, il y a dans le pipeline, mais de façon encore expérimentale, d'autres approches qui sont possibles, en particulier la mesure des marqueurs de méthylation cervicale, donc qui augmente en fait quand la cellule se transforme, marqueurs de méthylation viraux, et puis la détection des oncoprotéines 6, 7, voilà, qui sont potentiellement des choses qui en tout cas, vont prendre probablement une place intéressante dans les pays à ressources élevées. Je ne sais pas dans quelle mesure ils auront une place dans les pays à ressources plus limitées. Je pense que c'est un petit peu tôt pour en parler. Ce qui est clair, c'est qu'une stratégie de dépistage, on la décide en fonction du traitement possible. Et je voulais juste revenir rapidement sur les grandes stratégies de prise en charge des lésions précancéreuses. Hein, je ne parle pas du cancer lui-même. Donc en fait, il y a 2 grandes modalités, ce qu'on appelle le traitement avec excision, dans lequel on va enlever la zone suspecte, et ça permet une analyse histologique de la pièce, donc en particulier éventuellement si on pense que c'est quelque chose qui est invasif, de revenir. Voilà. Le problème, c'est que cette approche est souvent associée à plus de complications, en particulier obstétricales, un risque de prématurité qui est significatif. L'autre approche, c'est les techniques d'ablation. Donc l'idée, c'est de détruire la zone suspecte, soit avec le chaud, soit avec le froid. Donc le froid, c'est la cryothérapie. Avec le chaud, c'est la thermocoagulation. C'est ce qui est le plus utilisé dans les pays à ressources limitées. Ça marche très bien. En termes de sécurité, il y a très très peu d'effets secondaires. En particulier, il ne semble pas y avoir d'effets obstétricaux. Par contre, on n'a pas de données ANAPAD, c'est-à-dire qu'on va détruire des choses qui éventuellement auraient mérité quelque chose un peu plus large. Donc ça, c'est une des limites. Voilà. Et par contre, un des grands avantages de ces approches que je voulais citer, c'est que éventuellement, ça permet un traitement d'une zone où il n'y a pas forcément une lésion visible, mais où on suspecte, par exemple, la persistance d'un HPV.
Et donc, c'est très probablement ça qui a fait la supériorité du bras sud-africain avec le test HPV, parce qu'il y avait un traitement systématique de toutes les femmes HPV positives. Donc, il n'y a pas forcément une lésion. Par contre, si on détruit la zone où en fait, on sait que l'HPV va se cacher, on sait qu'on potentiellement, on supprime la persistance virale et donc on protège ces femmes d'une possible transformation après. Alors, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, parce que bien sûr, là, il faut réfléchir au coût-bénéfice, mais potentiellement, on peut imaginer que si on a des suspicions d'HPV qui sont particulièrement oncogènes chez des femmes dont on ne sait pas si on les reverra souvent, ça peut être une option, et c'est probablement la direction que prend aujourd'hui l'OMS. Si j'ai juste un petit mot pour dire que dans la réflexion, on sait que après un traitement, les femmes qui ont été traitées pour une lésion dysplasique sont plus à risque de récurrence, ou de persistance ou de récurrence. À peu près 10% la plupart du temps dans les 2 années qui suivent. Donc ça fait qu'au Nord, on a des suivis très rapprochés tous les 6 mois. Qu'il y a une vraie réflexion à ouvrir dans les pays à ressources limitées pour savoir ce qu'on peut proposer avec les moyens disponibles et les infrastructures en termes de suivi. Et là, c'est complètement ouvert. Et ça, cette slide, juste, c'est un travail qui est en cours pour montrer que les femmes affectées par le VIH sont au moins 2 fois plus à risque de récurrence après le même geste, hein, cryothérapie ou LIP. Voilà, donc ce qui était de 5 à 10%, c'est à peu près 20%. Voilà, donc en conclusion, juste pour dire, c'est vraiment un domaine très très dynamique, la question du cancer du col. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance du problème. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, soit en recherche, soit sur le plan opérationnel. Je pense que les ONG se sont vraiment mobilisées, les programmes essaient de mettre en place des choses. En ce qui concerne plus spécifiquement les femmes affectées par le VIH, on a des données solides sur le fait qu'elles sont à risque augmenté, ça c'est incontestable. Par contre, les données sur la prise en charge, elles sont vraiment insuffisantes. Et d'ailleurs, justement, dans les dernières recommandations de l'OMS, qui datent un peu, hein, qui sont de 2013, mais globalement, en fait, on a appliqué aux femmes infectées par le VIH ce qui était appliqué aux autres parce qu'il n'y avait pas de données. Voilà, il y a une réflexion qu'il faut ouvrir donc, spécifiquement sur la question du triage, sur la question du suivi. Et puis, juste 2 petits mots pour dire que ce serait intéressant, enfin, que ce qui manque aussi, c'est la perspective des femmes. Et en particulier qu'à partir du moment où on va introduire des tests, les tests HPV, et donc on va commencer à parler d'une infection sexuellement transmissible, responsable d'un cancer à des femmes qui sont elles-mêmes infectées par le VIH, ça peut être compliqué et que vraiment, il va être important de bien réfléchir au message et à la compréhension de ces messages. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que dans le domaine du VIH, enfin en tout cas il y a l'exemple de la Zambie qui a montré que l'investissement qui a été fait initialement sur le dépistage du cancer du col auprès des femmes infectées par le VIH a eu un effet de levier et a permis un renforcement plus global du système de santé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir en termes de renforcement du système de santé en disant que travailler auprès de la population infectés par le VIH, c'est aussi une façon d'essayer d'améliorer globalement les systèmes. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Merci.